Deuxième vidéo consacrée au cinéma de Chabrol, avec Alice ou la dernière fugue, tournée à une période où Chabrol était pour ainsi dire au fond du gouffre, autant artistiquement que commercialement, en plein milieu des années 70. Le film dont on va parler fait probablement partie de ceux qu'il prétendait avoir tourné parce que l'argent était là et qu'il fallait le dépenser. Comme toute industrie, le cinéma bénéficie de dotations, aides sous des formes diverses, qui ont besoin d'être utilisées faute de quoi elles ne sont plus renouvelées. Mais aussi le cinéma a toujours été une des principales lessiveuses à argent sale, ce qui explique le très grand nombre de films aberrants qui jalonnent son histoire. Avec ce film, Chabrol se démarque totalement de ce qu'il avait l'habitude de nous servir en mettant les pieds dans le plat d'un cinéma purement onirique. Je préfère le terme onirique à fantastique parce que le genre obéit à des codes bien particuliers qui n'appartenaient pas du tout à ce qui faisait l'identité du cinéma français de l'époque. L'onirisme, lui, s'inspirait d'un héritage poétique qui avait par exemple inspiré Julien Duvivier avec Marianne de ma jeunesse en 1956, auquel Alice ou la dernière fugue se rapproche par moments. C'est bien entendu une transposition déformée d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, au point que le personnage s'appelle Alice Carroll. Il est incarné par Sylvia Kristel, qui dans ces années-là était la plus grosse vedette européenne du cinéma érotique, et dont le tout petit talent de comédienne affaiblit un personnage qui aurait pris une autre épaisseur s'il avait été joué par Catherine Deneuve. Cependant, Sylvia Kristel, incarnation de la femme-objet, je suppose du moins, n'ayant jamais vu les Emmanuel que je ne verrai jamais, se confond avec son personnage qui, dans ce film, n'est guère plus que ça. Au début du film, c'est une femme mariée à un homme montré comme un patricien de la Rome antique, qui appelle sa femme comme on appelait les esclaves, ce qui, de facto, la qualifie comme une esclave. Il faut dire que le film est tourné à une époque où les mouvements féministes battaient leur plein et que le cinéma n'était pas encore devenu l'outil de propagande d'État qu'il est devenu aujourd'hui. Nombreux étaient les films qui se dressaient en contre-feu à cette dictature de la libération de la femme, les films de Marco Ferreri par exemple, les films de Blier ou de Joël Seria, ou encore un film de Chabrol intitulé Docteur Popol, qui voyait Belmondo entretenir une passion pour les femmes laides, d'ailleurs le seul film avec Belmondo qui ne soit jamais sorti en DVD. Alice ou la dernière fugue fait partie de ces films anti-féministes qui, du fait que Chabrol soit très intelligent, se drape dans l'apparence du féminisme. En effet, cette femme, réduite par son mari à un objet décoratif, prend la décision du jour au lendemain de le quitter. Marie, qui, à l'annonce de cette décision, nourrit le pressentiment que si elle part en pleine nuit, quelque chose de grave va lui arriver. La pleine nuit symbolisant l'aveuglement, Alice ne sachant rien du tout de la réalité du monde auquel elle va être confrontée. Dès le générique, le prénom Alice se dédouble. L'autre Alice, présentée comme l'ombre de la première, se lit d'ailleurs à l'envers. Et on sait que dans ce monde des ténèbres, toutes les valeurs sont inversées. Alice, à l'image de celle qui voyage au pays des merveilles, en réalité le pays des horreurs, va entamer le même parcours initiatique, celui qui va faire d'elle une âme des enfers. Elle quitte donc le foyer conjugal et s'en va au volant de sa voiture en pleine nuit, sous la pluie. Je dois répéter ce que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes au sujet de certaines représentations qui reviennent souvent dans les films, en la circonstance celle de la pluie, liée à l'expression maçonnique « il pleut » qui veut dire « taisons-nous, un profane s'approche de nous ». C'est ce qui arrive à Alice, elle s'approche du manoir qui abrite le grand maître et son valet, manoir qui comme par hasard se trouve sur la route au moment où elle a besoin de secours. Elle ne peut pas aller plus loin du fait que le pare-brise de sa voiture vient d'éclater, ce qui donne lieu à une image déjà signalée dans d'autres films, un visage au centre d'une vitre brisée, utile à représenter un esclave sous emprise à la personnalité fracturée. Son entrée dans la vieille demeure où elle est accueillie est un plan panoramique qui commence sur un tableau où figure un couple de mariés au sein d'une forêt.
La forêt est présente tout au long du film, elle encercle le vieux manoir jusqu'à y pénétrer à l'intérieur. La forêt est ce qu'on appelle un symbole premier, c'est-à-dire qu'il a rarement un double sens, et c'est évidemment le lieu où on avance à l'aveugle. Par conséquent, celui où on a le plus besoin d'être guidé. Il est lié au monde des enfants, ceux qui se perdent en forêt, qui rencontrent un guide, lequel, sous son apparente bienveillance, va tromper l'enfant pour faire de lui sa proie. Comme dans Le Petit Chaperon Rouge, le petit poussé, conte maçonnique s'il est né. Alice, qui est donc perdue, est accueillie par le maître des lieux, vieux monsieur rassurant et chaleureux, en qui elle aura toute confiance. Le dialogue est chargé de double sens. Par exemple, en la voyant, il lui dit « Vos cheveux sont tout mouillés, et l'eau ruisselle sur vos joues. » L'eau, entre parenthèses la connaissance, ne l'imprègne pas encore du fait qu'elle soit une créature totalement innocente. Visiblement, Chabrol, auteur du scénario qui est un scénario original, c'est une des rares fois où il n'adapte pas un roman, s'est amusé, comme l'a fait Jules Verne dans son œuvre, à établir des correspondances subtiles à l'aide des noms qu'il donnait à ses personnages. Par exemple, Hector Servadac dans le roman éponyme est l'anagramme de cadavre. Alors le personnage joué par Charles Vanel, nommé Vergène, nous oblige à penser au fauteuil de Vergène, nom donné habituellement au fauteuil dans lequel s'assied le ministre des Affaires étrangères. Et comme Chabrol fait très souvent référence dans ses films à des personnages de la vie réelle, il est possible qu'il se réfère ici au ministre des Affaires étrangères en fonction au moment du tournage. En tout cas, le nom de Vergène est trop caractérisé pour qu'il soit choisi au hasard. De plus, avoir choisi Charles Vanel pour incarner le personnage est une probable référence au personnage qu'il jouait dans La plus belle soirée de ma vie, d'Ettore Scola, où un homme en panne de voiture trouvait refuge dans un château, occupé par des vieux francs-maçons, anciens magistrats, qui allaient le soumettre à un jeu de rôle, comme il va le faire ici avec Alice. La nature démoniaque du personnage de Vergène est amenée par petites touches, et elle est toujours dissimulée derrière une très grande bienveillance. Par exemple, lorsqu'il prend Alice par les mains et lui dit « Approchez-vous du feu, vous vous sentirez mieux, le feu est notre ami ». Après quoi, il lui propose de manger quelque chose, en l'occurrence une omelette. Un aliment qu'on consomme souvent dans les films de Chabrol, notamment dans Au cœur du mensonge, où Sandrine Bonner prépare une omelette à Jacques Gamblin, après qu'elle ait été envoûtée par Antoine Decaune, un personnage ignoble. Et tandis qu'il la mange, il dit « Demain, je ramènerai des homards. Oui, je ramènerai des homards. » Le crustacé qui symbolise la résurrection du Christ au moment de Pâques. Tout comme l'œuf, dont on peut supposer que lorsqu'il est battu en omelette, il empêche cette résurrection du fait que les autres Pâques soient toujours entiers. De plus, Vergène dit à Alice que son maître d'hôtel, joué par Jean Carmé, les prépare à l'ancienne, en séparant les blancs des jaunes. Et il ajoute pourquoi deux substances de nature différente s'accommoderaient-elles de la même cuisson. On peut se dire que ce sont là des détails culinaires sur lesquels s'attarde un metteur en scène gastronome et passer à côté des sous-entendus que ça implique. À la manière de Jules Verne, Chabrol code son film à l'attention de qui saura le regarder avec le bon œil. La séparation du blanc du jaune symbolisera le dédoublement et le degré de cuisson, c'est-à-dire la connaissance ésotérique, représente le chemin parcouru par l'une et l'autre partie de cette même personne. Le jaune d'œuf cuit plus lentement que le blanc et on aura remarqué que pour voir au-delà du pare-brise de sa voiture qui vient d'éclater, Alice l'a brisé avec un chiffon jaune. Et le jaune, c'est la couleur de la limite, celle qu'on ne doit pas franchir au risque de se brûler. C'est la ligne jaune qu'a décidé de franchir Alice pour connaître le monde que son mari l'empêchait de voir. Quand Colas, le domestique, conduit Alice dans sa chambre, celle-ci remarque que la pendule posée sur la cheminée est arrêtée. Elle en fait la remarque à Colas, qui lui répond qu'il n'attache pas beaucoup d'importance au temps. En effet, le temps en franc-maçonnerie n'existe pas. Les frères pensent en termes d'éternité et font des projets à très très long terme. Et cette horloge arrêtée, autrement dit hors du temps, est posée sur la cheminée allumée, c'est-à-dire au-dessus des flammes de l'enfer. Mais pendant qu'Alice dort,
l'horloge se met à fonctionner en même temps que des bruits surnaturels se manifestent au dehors. Dans Alice au pays des merveilles, la montre du lapin accompagne le passage de l'enfance à l'âge adulte. L'entrée à l'âge adulte pour l'Alice du film de Chabrol est ce cheminement qui la conduit vers les portes de l'enfer, avec pour point de départ cette perte de l'innocence quand elle comprend que son mari, lorsqu'elle le quitte, la possède comme un objet. Et les bruits surnaturels entendus dehors, on le saura à la fin du film, sont ceux des portes de l'enfer qui viennent de s'ouvrir pour elle. Le son évoque d'ailleurs celui qui accompagne habituellement l'arrivée des extraterrestres, lesquels sont bien souvent, dans le cinéma de science-fiction, une transposition des démons. On est en 1977, et on observe que cette année-là, plusieurs films ont pour sujet le diable. Audrey Rose, Enfer mécanique, Les démons de la nuit, La sentinelle des maudits, L'Exorciste 2, Génération Proteus, Le diable probablement, Suspiria, ainsi que La malédiction 1 l'année précédente, La malédiction 2 l'année suivante. Filon commercial qui tient à profiter pleinement du succès de L'Exorciste de 1973 et de Rosemary's Baby de 1968, mais on est en droit de penser que cette vague de films belzébuthiens fait écho aux forces du mal qui s'exprimaient à l'encontre des mouvements sociaux qui secouaient le monde de l'époque et que le cinéma, très impliqué dans les cercles occultes, en avait davantage conscience que le grand public. 1977 est aussi l'année de la naissance du démon incarné qui occupe l'Élysée. Après donc sa première nuit passée dans cette demeure étrange, Alice se réveille pour constater une évolution dans le temps. La végétation a poussé dans la nuit et les abricots sont prêts à être cueillis. Sur la branche d'un abricotier, elle remarque un oiseau totalement immobile, comme s'il était artificiel. Ce qui nous ramène à cette idée de l'oiseau en bois remplacé par un oiseau qui chante, que j'explique dans la première vidéo publiée sur Chabrol. L'oiseau ne chante pas parce qu'il ne doit rien révéler de ce monde secret où a pénétré Alice. Elle redescend alors au rez-de-chaussée, où le décor entreaperçu quand elle est arrivée de nuit est désormais en pleine lumière. Le damier au sol, les colonnes, on est vraiment dans un temple maçonnique. Ceux qui l'ont recueilli la veille ont disparu, mais ils lui ont laissé de quoi prendre son petit déjeuner, comme si elle était dans un gîte. Avant de quitter les lieux, elle écrit un message sur la table à l'aide de son bâton de rouge à lèvres, exactement comme le fera Robin Renucci dans Masque. Il écrivait la lettre M en majuscule, et Alice écrit la même lettre, celle du mot merci, en minuscule. Cependant, elle signe de la première lettre de son prénom, A, qu'elle trace par une majuscule. C'est ce qu'on fait dans les loges lorsqu'on veut donner du poids à ce qu'on écrit ou à ce qu'on dit, même si on ne place pas la majuscule en tête du mot. Par ailleurs, le bâton de rouge à lèvres sert probablement à symboliser le bâton rouge utilisé dans plusieurs sociétés secrètes pour châtier quelqu'un, bien qu'Alice ne châtie personne pour le moment, c'est elle qui va être châtiée. Au moment de remonter dans sa voiture, elle constate que le pare-brise a été mystérieusement réparé. Les sociétés secrètes et autres sectes doivent d'abord briser l'individu pour le reconstruire à partir de nouvelles valeurs. Et sur le pare-brise chemine un escargot, dont la coquille est le parfait symbole du repli sur soi quand on ne veut pas être vu. Qui plus est, la coquille est en forme de spirale, expression on ne peut plus claire du mystère de l'impénétrable. La spirale est un motif sur lequel Hitchcock insiste dans Vertigo, où James Stewart découvre, comme Alice, qu'il vit dans un monde factice qui lui est soudain révélé. Et la lenteur de l'escargot traduit le temps qu'il faut à l'apprenti pour progresser vers la connaissance. On remarque bien qu'Alice, en remontant dans la voiture, ne retire pas l'escargot du pare-brise, ce qui veut dire qu'elle accepte de jouer le jeu dans l'attente d'en découvrir les étapes suivantes. Au volant de sa voiture, elle cherche en vain à quitter la propriété, sans trouver la moindre sortie. Découragée, elle abandonne sa voiture pour tenter de partir à pied, ne parvenant qu'à un mur d'enceinte infranchissable, dont elle fait entièrement le tour, sans pour autant y trouver la sortie. Une métaphore de notre propre monde, dominé par des gens mystérieux, bienveillants d'apparence, qui nourrissent leurs prisonniers pour les maintenir en vie, mais les empêchent de s'évader. Découragée, elle s'assied sur sa valise, au pied du mur,
Et le contre-champ nous montre deux arbres couchés l'un vers l'autre en forme de X. Lettre dont je rappelle le symbole, 24e de l'alphabet, dont la somme est égale à 6, et qui est le symbole d'Osiris, le dieu soleil, et d'une certaine manière, dans ce plan en particulier, le X cache le soleil qui permet de comprendre la vérité. Quand apparaît un homme séduisant habillé tout en blanc, comme un personnage désincarné, éclairé par une lumière surnaturelle. Il se présente comme un ange, mais c'est un démon. L'ange se manifeste pour aider à trouver un chemin, le démon intervient que pour empêcher de le trouver. Et en effet, Alice lui demande de l'aider à trouver la sortie, mais il lui dit qu'il n'y en a pas. Et à toutes les questions qu'elle lui pose ensuite, il lui rétorque « pas de questions, pas de questions ». Je me reporte à la page 29 de l'opuscule de Stéphane Blé sur la franc-maçonnerie. Le système pyramidal par degrés et grades, ainsi que le secret absolu de ce qui se déroule dans les degrés supérieurs, rendent quasiment impossible aux nouveaux convertis, et même à la plus grande partie des frères et des sœurs, de faire autre chose que tâtonner, aveuglés par la secte, avec une interdiction stricte de poser la moindre question sur la nature des travaux des degrés supérieurs auxquels ils n'ont pas accès. On voit à quel point ce personnage lié à des connaissances ignorées d'Alice adopte envers elle un ton goguenard et même condescendant, le ton qui est propre aux sachants qui aiment dominer à travers leur savoir. Savoir bien entendu ésotérique, ignoré du profane. Il laisse par exemple Alice monter sur sa valise, tout en sachant qu'elle ne pourra pas franchir le mur, au-delà duquel il lui dit qu'il n'y a rien. Et effectivement, au-delà du mur, il y a la même chose qu'en deçà, parce que le même monde s'étend partout, le même monde et les mêmes lois. La valise d'Alice est d'ailleurs de couleur blanche, en référence à son innocence par rapport au monde qu'elle découvre, et c'est tout ce qu'elle possède en matière de connaissance de son ancienne vie, connaissance insuffisante pour franchir le mur et s'évader. Elle est donc obligée de revenir au manoir, prendre un bain et s'habiller ensuite d'une robe rouge qui symbolise sa soumission, vêtement sous lequel elle se promène dans le manoir, s'approche d'une porte marquée d'un double X, 66, derrière laquelle provient une lumière, celle du porteur de lumière, on ne sait pas encore, et par laquelle Vergène est sorti quand il lui a souhaité la bienvenue. Téléphone coupé, persienne close, bibliothèque riche en ouvrages de collection, comme chez le Christian le Gagneur de Masques, et la cheminée est allumée, bien que l'action se passe en été. Les flammes sont celles qui remontent de l'enfer. À partir de là, Alice semble parfaitement accepter sa captivité, comme Catherine dans Masque. De nouveau, un homme apparaît, surgit de nulle part, comme l'homme en blanc au milieu des bois, qui lui aussi lui précise qu'elle ne doit pas poser de questions. Haut gradé, la société secrète qui la retient prisonnière. Il félicite Alice pour son adaptabilité, lui précisant que d'autres, lui dit-il, se débattaient, hurlaient, suppliaient, ils souffraient les pauvres. Mais ça ne servait à rien, bien sûr. Pour nous, c'était très amusant. Nous leur jouions des tours pendables. Les femmes tiennent mieux le coup que les hommes. Autrement dit, il vient d'expliquer à Alice qu'elle est détenue dans une demeure isolée où des gens puissants retiennent des hommes et des femmes pour les torturer et les mettre à mort. Lorsqu'Alice découvre que la propriété est également occupée par un enfant avec lequel elle aura un échange purement allégorique. À l'inverse de Catherine dans Masque qui remplacera l'oiseau factice par un oiseau vivant, le gamin libère les oiseaux vivants de la cage. La position de la caméra nous indique que la cage et l'enfant sont une seule et même personne. La cage, c'est ce que retient l'enfant en lui-même, c'est-à-dire les oiseaux qu'il libère pour les laisser chanter, autrement dit, raconter ce qu'ils savent. Alice aura remarqué la maturité de l'enfant, qui lui non plus ne répond pas aux questions, et dit à Alice qu'il aurait plus de choses à lui révéler qu'elle n'aurait à lui apprendre. Cet enfant, un préadolescent joué par le propre fils de Chabrol, qui sait déjà beaucoup de choses, lui aussi goguenard lorsqu'il dit que les oiseaux sont bêtes, parce qu'ils ne se rendent jamais compte quand la porte de la cage est ouverte. Allégorie bien sûr pour parler des hommes. Cet enfant est probablement l'incarnation de ces enfants des membres des sociétés secrètes, initiés dès leur plus jeune âge, destinés à devenir à leur tour des hauts gradés. La deuxième apparition le montre d'ailleurs comme un pion sur le damier, sur une case blanche, parce qu'il est encore au stade d'apprenti, damier depuis lequel il va lâcher un oiseau, pour signifier à Alice qu'elle a tout de même la possibilité de s'enfuir. Alice comprend le message.
Elle se précipite dans sa chambre pour prendre son sac. Toutefois, avant de s'en aller, elle attend que l'horloge arrêtée se remette à fonctionner. Le temps est un élément déterminant dans le fonctionnement des fraternités maçonniques. Il se mesure, dans ce monde où toutes les valeurs sont cues par-dessus tête, tout à fait différemment. C'est-à-dire que selon les principes maçonniques qui considèrent le temps arrêté est synonyme d'éternité, celle qu'ils pensent posséder pour accomplir leurs travaux à long terme, tandis que le temps mobile est celui qu'ils vous accordent tout en sachant qu'ils peuvent l'arrêter de nouveau quand bon leur semble. Ce temps, où le balancier de la pendule se remet à fonctionner, est celui qui est accordé à Alice pour qu'elle tente de s'enfuir, mais quand le temps va s'arrêter de nouveau, elle redeviendra prisonnière. Des exemples au cinéma où les personnages ont un temps imparti pour sauver leur vie fourmillent, notamment dans ces films où on laisse une longueur d'avance aux prisonniers avant de leur donner la chasse. Mais tout est fait évidemment pour qu'il n'ait pas assez d'avance. Dans le laps de temps qui lui est imparti, Alice, avant de s'en aller, doit d'abord traverser une membrane spatio-temporelle manifestée visuellement par une distorsion de l'image qui entraîne une perte d'équilibre qui la met à terre. Et on la voit ramper sur le sol mosaïque comme si elle gravissait un sommet alors que le sol est parfaitement plat. Une idée tordue me vient à l'esprit en voyant cette image. Le sol est plat, mais Alice est attirée vers le bas comme soumise à une loi d'attraction factice sous l'effet du damier. Sacré Chabrol quand même. Ayant enfin réussi à s'enfuir, Alice va s'arrêter dans une station-service dont le pompiste est le personnage en blanc rencontré au domaine. C'est-à-dire que n'importe quel personnage de la vie quotidienne est susceptible d'appartenir à une société secrète. Il est filmé comme le motard qui arrête Janet Leigh dans Psychose, et comme ce motard, il est extrêmement soupçonneux parce qu'il sait qu'Alice, comme le personnage de Psychose, est en train d'essayer de fuir un monde où chacun doit rester prisonnier. En allant aux toilettes, elle rencontre une fillette, jouée aussi par une enfant de la famille de Chabrol, à qui elle demande « Comment tu t'appelles ?» Et la fillette, au lieu de lui répondre, prend la fuite. Et lorsqu'elle demande au pompiste si la fillette qu'elle vient de voir est sa fille, il lui répond que ce n'est pas une fille mais un garçon, qui a tout l'air d'une fille. L'inversion des sexes pour les enfants, le spectateur de 1977 trouve ça au mieux comique. La scène est d'ailleurs jouée sur ce ton par André Dussolier, mais elle a une toute autre résonance pour le public d'aujourd'hui. Un commentaire sous la vidéo précédente m'a suggéré que Bernadette Lafont dans Masque soit possiblement un transsexuel. Et on retrouve de nouveau l'ambiguïté des sexes dans Merci pour le chocolat, où un échange à la naissance aurait attribué un garçon dans une famille, une fille dans l'autre, sans qu'on en ait jamais la certitude. Cependant, la fille ayant été confondue avec un garçon est jouée à l'âge adulte par Anna Moulalis, actrice à la voix d'homme. Après avoir quitté la station-service, la fuite d'Alice au volant de sa voiture est entièrement recopiée sur celle de Janet Leigh dans Psychose, qui, elle aussi, s'enfuyait sous la pluie, comme Alice au début du film. Être mouillé par la pluie, c'est ne rien connaître de la réalité du monde dans lequel on vit. Se mettre à l'abri de la pluie, c'est épouser les valeurs inversées de ce monde, sans lesquelles toute existence est impossible. Il n'y a aucune autre alternative. C'est ce que nous disent ces deux grands occultistes qu'étaient Hitchcock et Chabrol. Comme le personnage de Psychose, Alice va s'arrêter dans une auberge, qui n'est pas tenue par un psychopathe, mais occupée par des gens on ne peut plus bizarres. Là aussi, le sol est un damier noir et blanc, et les flammes de l'enfer y brûlent de la même manière. Confirmation qu'Alice est toujours dans le même monde. Sa fuite n'est qu'illusoire. La restauratrice porte aussi une robe rouge, et elle parle comme un automate. C'est une femme sous contrôle, en train de jouer un rôle. Dans ce restaurant où est entrée Alice, se tient un banquet, haute tradition maçonnique, où les frères se réunissent généralement à l'occasion des assemblées générales. On notera bien que ce banquet est dissimulé derrière un paravent. Toujours le culte du secret. Lorsque le paravent s'effondre pour laisser déborder les convives, une bande de débauchés, ivres et agressifs, dont l'un vient s'adresser à Alice pour lui dire qu'il célèbre la mort de sa sœur dans le sens maçonnique du terme, bien entendu. On va aussi apercevoir un enfant, au milieu d'adultes passablement ivres, certains sont à moitié nus. Un gueuleton aux allures malsaines qui nous fait penser au fêtard
débauché que Jack Torrance rencontrera dans Shining, film qui était en plein tournage au moment où sortait Alice. Quand un vieillard, après qu'il ait été pris d'un malaise, est secouru par les autres convives qui l'allongent sur une table. Mais de malaise, il n'y avait pas. C'était une de ces mauvaises blagues auxquelles aiment se livrer les frères, et d'ailleurs, il adresse un signe moqueur à Alice. La duplicité, la tromperie, sport favori des frères Trois Points. Puis apparaît l'enfant qui a fait croire à Alice qu'elle pouvait s'échapper, et qui passe dans son dos avec lui aussi un sourire narquois, fier de lui avoir joué un mauvais tour. Ce qui oblige Alice à prendre la fuite et se retrouver à son point de départ. Pare-brise qu'elle perce avec son gant jaune tandis qu'il pleut. Elle va de nouveau se réfugier au manoir où elle est accueillie par les mêmes personnages, Vergène et son serviteur Colas. Vergène lui demande si elle a commencé à comprendre, et Alice répond qu'elle non plus ne répond pas aux questions, signe qu'elle a tout à fait compris dans quel monde elle vivait et quelles en sont les règles. Il lui dit toutefois une chose importante. « J'espère que vous ne nous en voudrez pas des petites plaisanteries auxquelles nous nous sommes livrés. Vous savez, ce sont nos seules véritables distractions. Cependant, on sait jusqu'où peuvent aller les plaisanteries de ces gens-là sans qu'ils n'en éprouvent le moindre remords. » Il rajoute « Les explications que je vais vous donner ne vont pas satisfaire votre amour de la logique. Parce que la logique à laquelle elle se réfère n'obéit pas aux lois qui vous sont familières. » Traduction, la logique de Satan versus la logique divine. Et il développe en lui expliquant que lui et tous les personnages qu'elle a rencontrés ne sont que des apparences, modifiables selon les besoins. Apparences sous lesquelles se cachent des entités directement remontées des enfers. On pense à ce moment-là à tout un tas de personnages qui jalonnent la filmographie de Chabrol. Jean-Claude Brialy dans Les Cousins, Mario David dans Les Bonnes Femmes, Charles Denner dans Landru, Jean-Yann dans Que la bête meurt et Le Boucher, Emmanuel Béard dans L'Enfer, Isabelle Huppert dans plusieurs films de Chabrol, et particulièrement Merci pour le chocolat. Chabrol était un type de gauche, en principe athée, bien que cette notion n'ait pas le même sens chez un initié et chez un profane, et son appartenance plus que probable à la franc-maçonnerie lui permettait de croire de toute évidence aux puissances du mal. Vergène termine ses explications en révélant à Alice qu'il se situe précisément au-dessus d'un point par lequel des âmes remontent des enfers pour se répandre dans le monde. Et Alice, désormais totalement sous emprise, l'écoute avec les bras en X. Elle est marquée par le signe de la bête. Puis au cours du repas où là aussi Alice mange une omelette, il lui explique avec la plus grande tranquillité qu'elle doit descendre aux enfers pour y subir une salutaire transformation, après quoi ils vont écouter Mozart, grand musicien, grand franc-maçon. Et tandis qu'elle est dans son lit, entrent dans sa chambre deux personnages qu'elle avait vus au banquet, la serveuse et le vieillard, qui lui fait une injection pour l'envoyer aux enfers. C'est ce qu'on fera à Catherine dans Masque pour l'expédier elle aussi, d'une certaine manière, en enfer. À partir de là, un rayon de lumière vient littéralement chercher Alice, endormie dans son lit, la lumière du porteur de lumière bien entendu, qui la conduit, là aussi dans un parfait état d'hypnose, elle marche en chemise de nuit comme une somnambule, vers la porte des enfers. Fondu au noir, et nous retrouvons Alice morte, au volant de sa voiture accidentée. Explication rationnelle pour un public en demande de logique qui comprend désormais que tout ce qu'elle vient de vivre n'était qu'un rêve. Cependant, il s'agit bien de la mort d'une profane suite à son initiation qui l'a éveillée sur la réalité du monde. Celui, comme le lui a précisé Vergène, auquel, quoi qu'elle fasse, elle ne peut échapper, lui précisant qu'elle peut réintégrer le monde qu'elle a connu, mais uniquement après être passée par les enfers. On peut aussi se demander pourquoi la voiture d'Alice est une Renault 12, dans ce film à ce point balisé de symboles. Sont-ce les 12 points qui définissent la table d'émeraude, texte sur lequel s'appuie l'hermétisme maçonnique, ainsi que son immatriculation qui comprend 3 7, un 5 et un 6. Selon le premier rituel maçonnique connu, une loge parfaite doit comprendre 7 maîtres et 5 apprentis. Le 6 se passe de commentaires. Le film est évidemment une vision on ne peut plus pessimiste de la condition de la femme, qui, se croyant émancipée d'un mari qui la possède comme un objet, ne se voit accorder le droit à l'existence qu'en fonction de son degré d'adaptabilité aux lois lucifériennes qui gouvernent le monde. Petit message personnel, les choses n'ont fait que s'aggraver dans ce domaine-là depuis les années 70.